Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat comme chaque semaine avec Nice Matin. À mes côtés, Denis Caro. Bonsoir Denis. Bonsoir, directeur des rédactions de Nice Matin. Et notre invité ce soir est Anthony Boré. Bonsoir. Bonsoir. Premier adjoint à la ville de Nice, vice-président de la métropole, également en charge de la politique de la ville et président de Côte d'Azur Habitat, principal bailleur social du département. La question d'Azur Politique ce soir, quelle politique pour les quartiers? Logement social, rénovation urbaine, transport, comment agit la mairie de Nice pour ces quartiers prioritaires? Le budget alloué au logement social est-il suffisant? La prévention de la délinquance dans les zones défavorisées est-elle efficace? Sur la sécurité, la ville de Nice va mettre la main au portefeuille pour le futur hôtel des polices en centre-ville, une première en France et un budget de 255 millions d'euros. Qu'apportera ce grand projet aux Niçois? Voilà quelques-unes des questions que nous vous poserons ce soir. Anthony Boré, Azur Politique, c'est parti. Près d'un demi-milliard d'euros ont été investis depuis 2005 dans des projets de rénovation urbaine au Moulin, à l'Ariane, dans le quartier Pasteur, le centre aussi autour de la gare. Est-ce que ces investissements ont vraiment changé le cadre de vie des habitants? Est-ce que les résultats, avec du recul, sont à la hauteur? Je crois que bien sûr, ces investissements, vous les avez rappelés, qui sont colossaux et qui vont se poursuivre d'ailleurs dans les prochaines années, puisqu'avec Christian Estrosi, et c'est une chance, nous avons pu obtenir 300 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir rénover nos quartiers jusqu'en 2030, avec notamment le quartier des Liserons qui n'avait pas bénéficié de crédits de rénovation urbaine et qui pour la première fois va en bénéficier. Bien oui, je crois que ces crédits ont changé la vie des Niçoises et des Niçois. Il suffit de regarder dans le quartier Notre-Dame, la rue d'Angleterre, la rue de Belgique, Trachel. Bien sûr, tout n'est pas parfait, bien sûr, des choses restent à faire, et notamment au plan de la sécurité, c'est un sujet majeur. Mais je crois pouvoir dire que les équipements publics, nous en avons ouvert 9 supplémentaires dans les quartiers de l'Ariane, des Moulins, de Trachel, des centres sociaux, des centres d'animation. Nous y avons amené le tramway, je rappelle que le tramway n'allait pas jusqu'à Pasteur, il y a quelques années de cela. Eh bien, a permis, évidemment, y compris au plan de l'habitat, où nous avons démoli près de 2000 logements, réhabilité 1500 logements, et où nous avons apporté tout simplement de la dignité qui faisait défaut. Eh bien oui, j'ose le dire, dans ces quartiers, ces crédits de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, ont porté leurs fruits et continuent évidemment de produire des effets positifs. Anthony Boré, on a beaucoup réhabilité, on a démoli. Est-ce qu'on a aussi suffisamment construit et bien construit ? Alors, le sujet de la construction, bien sûr, est un sujet majeur. Et bien entendu, nous pensons qu'il faut continuer à construire. Nous ne faisons pas partie de ces maires qui disent « c'est terminé, il n'y a plus de besoin ». J'ai 16 000 demandeurs de logements sociaux sur la ville qui évidemment ne manquent pas de m'interpeller. Je leur dois des réponses. Et nous cherchons dans la ville, sur la base d'objectifs partagés avec le préfet, à respecter notre programme local de l'habitat qui prévoit à peu près de construire 1000 logements par an dans notre cité. Ce n'est pas un sujet simple parce que ce n'est pas qu'une question financière et budgétaire. C'est une question d'espace. Il y a des endroits où on ne peut plus construire dans notre cité. Il y a des endroits où nous souhaiterions construire et nous sommes empêchés par des recours des riverains ou de nos oppositions qui nous empêchent de le faire. Pour autant, oui, il faut continuer à construire, mais moi je me refuse de me concentrer uniquement sur un objectif quantitatif parce que je veux aussi qu'on construise mieux. Je crois que c'est l'un des enjeux des semaines et des mois qui viennent. Vous faites allusion aux objectifs en matière de logement social. Justement, lors du dernier conseil métropolitain, le 11 mars dernier, Christian Estrosi a été interpellé par un élu écologiste, Fabrice de Coupigny, sur le budget alloué à ce logement social. On l'écoute. Concernant le logement, c'est toujours la même chose. C'est toujours le grand absent dans votre budget. Alors que nous devrions budgéter 17 millions pour financer les 1721 logements sociaux par an, vous continuez à limiter de moitié la production de l'habitat social. Cette année, on connaît même une baisse du financement du logement social, passant de 8,4 millions inscrits au budget 2021 à 6,8 millions pour cette année, soit une baisse de 20%. Comment peut-on construire des logements sociaux sans avoir une politique foncière? Sincèrement, ça me dépasse. Alors on baisse le budget alloué au logement social dans la métropole? Non, je m'inscris en faux. Fabrice de Coupigny évoque ici un aspect du budget et en réalité, il ne prend pas en compte ce que nous faisons en matière de rénovation urbaine. Il ne prend pas en compte non plus ce que nous faisons pour le logement privé parce que nous avons aussi un besoin pour des actifs qui n'ont pas les ressources
pour être dans le logement social, mais qui ont aussi besoin de se loger. De construire plus, et lui vous interpelle là-dessus. Bien sûr, mais quand on sait que sa collègue, qui était assise à côté de lui lors de ce conseil métropolitain, Madame Granouillac, par exemple, fait des recours pour nous empêcher, par exemple, de construire des logements sur l'avenue Henri Musso, eh bien, on voit bien qu'ils sont évidemment dans le double discours permanent. Et moi, je veux, encore une fois, construire mieux. C'est ça qui m'importe. Vous savez, depuis les années 70, on a perdu dans notre pays en moyenne 10 mètres carrés de surface habitable. On voit bien avec la crise sanitaire qu'on a besoin de logements plus grands, plus aérés, des balcons plus conséquents. Vous savez, souvent vous pouvez, quand vous cherchez un logement, rencontrer un agent immobilier ou qui vous dit « Regardez, il est formidable ce logement. C'est un séjour cuisine. » En réalité, ce n'est ni une cuisine ni un séjour. Vous pouvez même plus y mettre un canapé. Eh bien, nous avons, avec Christian Estrosi, élaboré une charte pour dire que la qualité des logements, sur la base de préconisations notamment d'un architecte urbaniste extrêmement connu, qui a produit un rapport auprès de la ministre du Logement, eh bien, nous cherchons à construire mieux et les promoteurs se sont engagés des logements sociaux, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Moi, je me refuse de me concentrer uniquement sur des objectifs quantitatifs. Je veux qu'on construise mieux, je veux qu'on construise à des endroits où c'est possible, que ce soit évidemment adapté et respectueux de l'identité du quartier dans lequel on le fait. Et c'est tout aussi important que de parler uniquement de chiffres. Parce qu'on peut construire beaucoup et mal. Et moi, je crois qu'il faut construire raisonnablement, là où c'est possible, et des logements de qualité qui sont dignes aussi des leçons qu'on doit tirer de la crise sanitaire. Alors, il n'en demeure pas moins que ces objectifs quantitatifs existent. Une trentaine de communes des Alpes-Maritimes ont été épinglées il y a quelques semaines pour non-respect de la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose 20 à 25% de logements sociaux. Alors aujourd'hui, où en est Nice? Est-ce que Nice va payer des amendes? Alors d'abord, Nice était en dessous des 10%, là où la loi en impose 25%. C'est un objectif totalement irréaliste. Mais Nice était en dessous des 10% lorsque Christian Estrosi a pris les rênes de la ville en 2008. Nous sommes aujourd'hui à 12,5%. C'est dire si un effort conséquent a été fait pour pouvoir produire du logement social dans notre cité. Et nous allons poursuivre raisonnablement. Évidemment, il y a un objectif fixé d'ailleurs d'ici la fin de la mandature? L'objectif, il est fixé dans le programme local de l'habitat. Il nous conduit à construire à peu près 1000 logements par an. Ça comprend 30% de l'objectif de la loi SRU qui, encore une fois, est totalement inatteignable et déraisonnable et qui ne prend pas en compte notamment ce que nous faisons en matière de rénovation urbaine. C'est la raison pour laquelle, au plan national, je prône pour des réformes que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Donc, Nice est dans une situation où l'effort en matière de logement social est réalisé et il se poursuivra. Il se poursuivra. Pour autant, c'est encore une fois un sujet complexe, c'est un sujet qu'il faut aborder avec raison. C'est aussi un sujet sur lequel les maires sont beaucoup trop mis en cause. Mais voilà. Est-ce que Nice est pénalisé financièrement? Nice est pénalisé cette année pour une raison que je vais vous expliquer. Il y a 2 années d'écart entre le moment où vous payez cette pénalité et le chiffre qui est analysé. C'est-à-dire que nous payons aujourd'hui le fait que pendant la crise sanitaire, eh bien, le marché du logement, et c'est le cas dans tout le pays, a été extrêmement ralenti. Donc nos objectifs, évidemment, n'ont pas été tenus il y a 2 ans, puisque les promoteurs n'ont pas pu réaliser leurs objectifs en raison de la crise sanitaire qui a engendré un coût des matériaux et qui va engendrer sans doute une crise du logement inédite comme on ne l'a pas connue depuis l'hiver 54 où l'abbé Pierre a lancé son fameux appel. Et ça nous a conduit à prendre des dispositions importantes avec les promoteurs pour renforcer notre budget et pour que dans 2 ans, nous ne soyons plus pénalisés comme nous l'avons été cette année. Anthony Boré, on connaît le montant des amendes pour d'autres communes des Alpes-Maritimes, pas pour la ville de Nice. Nous sommes à une amende qui est environ de 2 millions d'euros. Elle était de 300 000 euros l'année dernière. Et l'année prochaine, nous essaierons de ne pas payer cette amende, encore une fois, en espérant que la reprise, que le coût des matériaux puisse être soutenable. Mais encore une fois, moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse construire de manière raisonnable des logements de qualité. Et je veux dire ici que je ne fais pas partie de ces élus qui renonceront à produire, qui continueront à produire, mais qui prônent aussi des réformes importantes parce que j'en ai assez que les maires soient systématiquement cloués au pilori. On dit c'est de la faute des maires s'ils ne construisent pas assez de logements. Et dans le même temps, on nous demande de ne plus artificialiser les sols. On a un besoin d'espaces verts dans la cité. Et dans le même temps aussi, la Cour des comptes propose dans un rapport récent de supprimer le recours à l'expertise des maires dans l'analyse des dossiers et l'attribution des logements. Et vous demandez en fait plus de décentralisation, qu'on fasse davantage confiance aux maires. C'est tout à fait juste. Je suis scandalisé par cette analyse de la Cour des comptes qui viendrait encore une fois retirer aux maires le pouvoir de décider sur leur commune
qui doit être accueilli au titre des ménages prioritaires. Moi, je considère que si on veut inciter les maires à construire du logement social, il faut leur donner plus de responsabilités et de pouvoir. Comment voulez-vous accepter, alors même qu'un maire d'une commune moyenne, je ne parle pas de Nice parce que nous sommes une grande commune, eh bien, puisse accueillir un ménage d'Allo venant d'une commune voisine, alors même qu'il a droit au logement opposable, alors même qu'il a ses propres ménages prioritaires sur sa commune. Il en a 3 ou 4 et on vient lui dire on vient vous mettre une famille qui vient d'une commune voisine chez vous et c'est le ménage prioritaire, c'est ainsi, l'État en a décidé tout seul. Ce n'est pas acceptable. Il faut que les maires puissent décider. Que les dossiers qui relèvent du droit au logement opposable soient traités à part. Absolument, je crois qu'ils doivent être traités à part. Je crois aussi qu'il faut encore une fois que les droits de réservation, c'est-à-dire les attributions de logement, reviennent fortement dans la maîtrise du maire. Je crois qu'un maire qui fait des efforts en matière de logement social, comme nous en faisons, doit avoir plus de possibilités d'attribuer des logements qu'un maire qui ne fait pas d'efforts. Il y a aussi les transports en commun. Il y a le tramway qui arrivera à l'Ariane en 2026. Est-ce que ça, c'est vraiment un élément clé pour désenclaver ce quartier? Et si on regarde dans le passé, qu'est-ce que le tram a changé au Moulin? Bien sûr, c'est un sujet extrêmement important et j'ai fait partie de ceux qui ont toujours estimé que les quartiers Est devaient bénéficier de la même considération que les quartiers ouest de la ville. C'est l'équilibre que nous avons souhaité avec Christian Estrosi. Et c'est vrai que nous avons vu le changement d'usage dans le quartier des Moulins et surtout d'ailleurs le trajet de la ligne 2 de tramway, à quel point elle a changé les déplacements, à quel point aussi, et moi ça m'avait frappé, elle avait permis à des populations qui n'étaient pas du tout des usagers des transports de devenir des usagers. Demain, ce tramway à l'Ariane, puisque en 2026, il permettra déjà de rejoindre le Palais des Expositions jusqu'à l'Ariane Nord, puis plus tard, la Trinité, Saint-André-de-la-Roche et Drape qui pourront en bénéficier. C'est à peu près un bassin de vie de 50 000 personnes. C'est 16 000 véhicules en moins. C'est 2 000 tonnes de CO2 évitées. Et c'est bien sûr un quartier qui va être totalement désenclavé. Et le projet de rénovation urbaine que nous poursuivons dans le quartier de l'Ariane sera évidemment tout à fait corrélé à l'aménagement de la ligne 2 de tramway. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'attractivité économique de ce territoire. Et j'étais extrêmement attaché à ce que ce projet qui est en concertation publique actuellement puisse être mené à son terme. Et je me réjouis qu'on ait obtenu des financements d'État extrêmement conséquents qui vont nous permettre d'aider au financement de cette ligne majeure. On a beaucoup parlé au mois de septembre de cette procédure d'expulsion engagée par Côte d'Azur Habitat à l'encontre d'une mère dont le fils avait été condamné pour trafic de stupéfiants. Cette procédure, est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout? Est-ce que d'autres familles sont visées par des procédures similaires depuis? Alors oui, cette procédure est allée jusqu'au bout pour ce qui me concerne. C'est vrai que moi j'ai toujours considéré qu'un bailleur social, il avait une responsabilité et il devait participer à l'effort de sécurisation, de sécurité des quartiers. Et j'ai engagé un certain nombre de procédures. Cette famille, je le rappelle, était connue depuis de nombreuses années pour des difficultés. Le fils de cette famille avait lui-même été interpellé pour du trafic de stupéfiants. Et j'ai obtenu son expulsion. Donc cette famille a été expulsée. J'ai demandé le concours de la force publique au préfet des Alpes-Maritimes, et puis la trêve hivernale est passée par là. Ce concours ne m'a pas été accordé. Ce concours, je vais le redemander à la fin de la trêve hivernale, dans quelques jours, et donc il appartiendra au préfet d'accorder ou non ce concours de la force publique, étant entendu que j'estime que cette famille, pour laquelle la justice m'a donné raison, doit être expulsée de son logement. J'ai par ailleurs reçu cette maman, essayé de comprendre ce qui avait pu l'amener à faire en sorte que son fils se comporte de cette manière. Eh bien, j'ai pu constater qu'elle ne prenait pas connaissance des courriers qui lui avaient été adressés. J'ai pu constater qu'elle était dans la difficulté. Je l'ai donc adressée à une assistante sociale en lui indiquant que je ne pouvais pas accepter que les centaines de locataires qui étaient autour de son logement puissent souffrir des actes de cette famille depuis de trop nombreuses années. Alors, la ville de Nice, on le sait, c'est la ville la plus vidéosurveillée de France. J'ai fait le calcul, 88 caméras par habitant. C'est beaucoup? C'est pas trop? Moi, je ne crois pas que ce soit trop. Parce que, vous savez, un maillage de caméras, il est utile pour identifier un délinquant de bout en bout, pour identifier son cheminement. Oh, je vois bien certains esprits désagréables qui veulent expliquer, par exemple, que sur l'attentat du 14 juillet 2016, eh bien, ces caméras n'ont servi à rien. En réalité, s'il n'y avait pas ces caméras, on ne connaîtrait pas le parcours de ce terroriste. On ne connaîtrait pas le fait qu'il a fait des repérages.
Bien sûr, on a 20 agents, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui regardent 3800 caméras. Tout le monde comprend bien qu'ils ne regardent pas ces 3800 caméras en permanence. C'est la raison pour laquelle, avec Christian Estrosi, nous plaidons maintenant depuis de nombreuses années pour que l'intelligence artificielle puisse nous aider, puisse nous identifier des véhicules qui passeraient de trop nombreuses fois sur tel ou tel axe de la ville. Aujourd'hui, sans l'intelligence artificielle, il faut bien reconnaître que les hommes et les femmes, aussi compétents soient-ils, ne peuvent pas le faire. Pour autant, ces caméras, elles nous permettent 2000 réquisitions judiciaires par an. Ces caméras, elles nous permettent d'élucider des faits. Il faut savoir que nous sommes en train de finaliser une étude que nous rendrons publique, mais qui dévoile des choses extrêmement intéressantes. À peu près 20% des infractions qui sont constatées par la police municipale le sont par les caméras de vidéoprotection. C'est colossal. Et moi, jamais je n'oppose les hommes et les femmes et les technologies. Je pense que la sécurité, elle repose sur cette complémentarité. Il y a une étude qui a été faite à la fin de l'année par le centre de recherche de la gendarmerie et qui conclut à une efficacité relative de la vidéosurveillance. Vous ne changez pas de cap, vous continuez et vous allez continuer à affiner ces dispositifs. Bien sûr, j'ai lu cette étude, je ne partage pas les résultats. D'ailleurs, je constate que beaucoup d'études sortent, mais qu'aucune ne repose sur une immersion réelle au centre névralgique de ce qui est sans doute l'outil le plus doté de France en matière de caméras de vidéoprotection. Moi, j'invite tous ces chercheurs à venir passer un mois dans notre centre de supervision urbain pour voir l'utilité réelle de ces caméras. Et qui va évoluer avec le nouvel hôtel de police et avec une salle qui sera visiblement assez unique en la matière. Nous allons poursuivre, puisque dans l'ancien hôpital Saint-Roch, dans le cadre du projet d'hôtel des polices, le centre d'hypervision urbain verra le jour en 2025, fin 2025, début 2026. C'est la ville de Nice qui le prend totalement en charge, ce centre d'hypervision urbain. Et nous y connecterons en plus des caméras actuelles qui existent encore une fois sur la voie publique. Dans le tramway, c'est inédit en France et nous sommes en train d'équiper nos bus. C'est là aussi une annonce que je vous fais et c'est totalement innovant. Aucune commune en France n'a doté ses bus de caméras embarquées en temps réel. C'est notre cas. Eh bien, je veux vous dire que nous allons poursuivre en mettant en place aussi des caméras sur nos flux de circulation, en connectant un certain nombre d'objets, et pourquoi pas nos drones, qui aujourd'hui en matière de sécurité publique ne sont pas permis, en matière de sécurité civile peuvent être utilisés, et ça sera bien sûr un outil très performant et le plus performant d'Europe. D'un mot, dans les bus, ce sera déployé quand prochainement à C'est déjà déployé sur quelques bus, et nous sommes en train de... évidemment le généraliser au fur et à mesure pour qu'au cours de l'année 2022-2023, avec Philippe Pradal, nous puissions inaugurer ces dispositifs qui feront du réseau de transport de Nice l'un des plus sécurisés du pays. Parlons budget pour ce futur hôtel des polices, Anthony Boré. Ce méga commissariat qui va rassembler, on le rappelle, police municipale nationale, centre de supervision, d'ici fin 2025, il devrait coûter 255 millions d'euros au lieu des 220 annoncés. On parlait même de 155 millions en 2017. C'est un budget qui n'est pas du tout maîtrisé. Alors, je m'inscris en faux, il y a beaucoup de manipulation de chiffres et tout dépend de quoi nous parlons. C'est un sujet complexe, cet hôtel des polices. D'abord parce qu'il est unique en Europe de réunir les polices nationales et les polices municipales. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'études. Et vous me parlez de ces coûts qui ont évolué, mais vous ne parlez pas de la subvention de l'État qui a évolué. Gérard Collomb annonçait en 2015 75 millions d'euros de financement de l'État. Nous sommes à 175 aujourd'hui. Ce projet, il a évolué au fil des discussions que nous avons eues avec les gouvernements successifs. Nous ne savions pas quel serait le véhicule juridique. Aujourd'hui, c'est un marché global de performance qui a été adopté. Nous ne savions pas si c'est la ville qui allait faire ses travaux ou l'État. Il s'avère que c'est une co-maîtrise d'ouvrage, que nous allons les faire ensemble. Et je veux vous donner les bons chiffres. Ce projet, puisque c'est la première fois que nous votons une convention financière et juridique validée par les services de l'État et par les services de la ville, coûtera 255 millions d'euros. Mais ça comprend quoi, ces 255 millions d'euros? Ça comprend bien sûr les travaux, ça comprend l'exploitation pour 4 ans, ça comprend un projet culturel, le 1% culturel, puisqu'il y aura des œuvres d'art autour de ce projet, ça comprend le coût du foncier. Je vous rappelle que la ville a payé pour 40 millions d'euros le foncier pour racheter au CHU ce terrain. L'État va nous rembourser 30. Donc vous voyez que le sujet est complexe. Et je veux aussi indiquer qu'il y a 18 millions d'euros consacrés aux aléas et aux révisions de prix.
Ceux qui nous disent que ça va coûter plus cher à l'arrivée ignorent qu'il y a 18,5 millions d'euros prévus pour des coûts imprévus et des potentielles révisions de prix. Si je comprends bien, vous nous dites c'est l'État qui va rallonger la note, et pour la ville de Nice, le coût, lui, il reste pour la ville stable. de Nice, il est de 50 millions d'euros pour réunir 2 hôtels de police nationale qui sont dans un état de délabrement avancé, pour pouvoir relocaliser la police municipale. Et dans ces 50 millions d'euros, je devrais déduire aussi la vente du 5-7 place du Général de Gaulle, c'est-à-dire le siège actuel de la police municipale qui va être vendu. Et on va le vendre peut-être 20 millions d'euros. Ça veut dire qu'en réalité, ce projet, il aura coûté 30 millions d'euros aux Niçois, là où l'État aura mis 175 millions d'euros. C'est donc le projet le plus financé de France. C'est ça qu'il faut dire. Et évidemment, les coûts ont évolué au fil des discussions, des services ont intégré cet hôtel des polices, d'autres en sont sortis, et dans le même temps, les subventions de l'État ont évolué à la hausse. On va passer aux questions d'actualité. C'est une affaire dont on parle depuis des mois. L'ancien chef de la police municipale, Richard Gianotti, a finalement été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende. Il était accusé d'avoir continué à toucher son salaire de la police nationale en étant détaché à Nice à la police municipale. Avec du recul, selon vous, comment cela a-t-il été possible? Est-ce qu'il est possible que certains aient fermé les yeux? Quelle analyse vous portez un peu sur cette affaire avec du recul? Bien, d'abord, c'est une affaire qui le concerne personnellement. Vous l'avez dit, c'est son salaire de la police nationale qui est en cause. Donc notre administration... tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient pas avoir connaissance de cette difficulté. Moi, encore une fois, je ne juge pas des hommes et des femmes qui travaillent dans la collectivité sur leurs problèmes personnels. J'ai pu constater qu'il a plaidé coupable, j'ai pu constater qu'il a été condamné, et en tout état de cause, ça a été un fonctionnaire qui, dans sa fonction de directeur de la police municipale, a été extrêmement efficace, et je n'ai pas pour habitude de tirer sur les ambulances. On a vu la semaine dernière l'afflux très important de réfugiés ukrainiens et les problèmes que ça a commencé à poser. Combien ont été pris en charge à Nice aujourd'hui, et est-ce que le rythme des arrivées continue à s'accélérer? Alors effectivement, c'est un sujet difficile, poignant, et je veux rendre hommage vraiment à toute cette solidarité qui s'est organisée dans notre cité de manière extrêmement spontanée. Nos agents d'abord de la collectivité qui se sont mobilisés, des Niçois. Vous savez que 135 familles d'accueil à Nice se sont fait connaître et accueillent aujourd'hui des familles ukrainiennes dans leurs logements. 50 logements ont été mis à disposition par des particuliers. Et puis nous avons mis en place, sous l'égide de notre agence de sécurité sanitaire et de gestion des risques, une organisation logistique absolument exceptionnelle. Alors oui, des familles ukrainiennes continuent d'arriver, nous les accueillons 24 heures sur 24. Oui, aussi, la solidarité régionale et nationale que nous appelions de nos voeux avec Christian Estrosi a été entendue par le gouvernement, et je veux remercier le ministre de l'Intérieur qui a provoqué un certain nombre de réunions. Christian Estrosi a eu une réunion cette semaine avec Marlène Schiappa et le préfet dédié à ces questions au plan national pour mieux répartir ces flux. Dans les jours qui viennent, nous allons poursuivre ces dispositifs d'accompagnement, d'abord en ouvrant au Forum Nice Nord 60 places supplémentaires d'hébergement, en ouvrant avec le préfet un hub régional au Boulodrome Galarato pour pouvoir accompagner tous ceux qui n'ont pas d'attache familiale ici vers d'autres lieux d'accueil. Et puis, il y a aussi une solidarité financière qui s'est exprimée. Ce sont plus de 100 000 euros qui ont déjà été collectés par nos soins. Ce sont 581 tonnes de denrées qui sont en train d'être livrées vers l'Ukraine. Et nous allons poursuivre cet accompagnement, y compris en dispensant des cours de français à tous ceux qui en ont besoin, parce que nous voulons, pour ceux qui ont des attaches ici, eh bien, intégrer ces familles et les accompagner dans la durée, même si je sais qu'elles souhaitent rentrer chez elles, mais que nous ne savons pas quand elles le pourront. Pour l'instant, effectivement, que la solidarité joue à plein et fonctionne bien. Si l'afflux de réfugiés s'accélérait encore, est-ce qu'on pourrait arriver à en ouvrir des gymnases, par exemple, à se retrouver un petit peu en difficulté pour les accueillir dans de bonnes conditions? Bien sûr, et c'est tout l'objet de la discussion que nous avons eue avec le gouvernement. Nous voulons le faire dans la dignité. Nous voulons continuer à pouvoir les accompagner par des solutions individuelles, des diagnostics sociaux, des solutions d'urgence, puis ensuite des solutions plus pérennes. Et pour pouvoir le faire, il fallait encore une fois que l'effort soit équitablement réparti dans le département, dans la région, dans le pays. Et je sais que le gouvernement nous a entendus, puisque près de 200 d'entre eux sont déjà partis dans des départements voisins, et qu'avec le préfet de région, le préfet de département, les ministres, eh bien, nous sommes extrêmement attentifs à cette situation pour pouvoir faire en sorte de ne pas être débordés, de continuer à les accueillir dignement.
Emmanuel Macron a ouvert la voie la semaine dernière en conférence de presse lors de la présentation de son programme à une fusion entre la métropole de Nice et le département des Alpes-Maritimes. C'est le sens de l'histoire. Écoutez, je crois que c'est le sens de l'histoire, mais il faut savoir de quoi on parle. D'abord, moi je suis un peu surpris que certains commencent à faire des motions dans leur collectivité sur la base d'une proposition d'un candidat à la présidence de la République, comme s'il était déjà élu et le candidat qu'ils soutiennent pourtant n'avait aucune chance de l'être. Moi je crois à la démocratie et je crois que les candidats sont évidemment légitimes de faire des propositions. Je crois aussi à la lisibilité des politiques publiques. Je ne crois pas que la suppression des départements en France puisse se faire de manière générale. Je crois qu'à Nice, il y a une situation particulière, comme à Lyon, où une métropole sur son territoire, évidemment, se montre extrêmement attractive et où le conseil départemental n'est plus qu'un guichet qui, finalement, distribue des subventions ou des aides sociales et n'est plus un outil qui aide à l'attractivité du territoire. Donc oui, sur la métropole, il me semble que le département pourrait disparaître. En revanche, sur le reste du territoire, il est tout à fait légitime et exerce une vocation plus importante. Merci Anthony Boré Merci d'avoir à vous. été notre invité. Azur Politique, c'est terminé.